Rachel se sentait acculée, mais refusait obstinément de suivre les instructions de Steve ou de le décharger de sa responsabilité envers elle. Finalement, Steve annonça « Désolé les amis, remballez tout dans le bus, nous rentrons ». Les enfants protestèrent et Rachel réalisa que Steve était parfaitement prêt à mettre sa menace à exécution. Et bien qu'elle puisse gagner la bataille, elle perdrait certainement la guerre. Elle s'exclama avec désespoir « D'accord, faites-le à votre façon. Vous n'êtes pas, je répète, pas responsable de ma sécurité, donc je monte ma tente sur l'herbe près du ruisseau. » Satisfait, Steve répondit « Non, je préférerais que vous montiez votre tente ici avec les autres, mais puisque vous ne pouvez pas accepter mon leadership et souhaitez prendre plus de risques que raisonnable, faites comme vous voulez. » Les tentes de Steve et des enfants furent bientôt montées et prêtes pour la nuit. La tente était tendue entre les arbres et Steve commença à préparer le dîner. Les enfants aidaient où ils pouvaient, ramassant du bois et épluchant les légumes. Steve enveloppa les pommes de terre dans du papier aluminium avec les herbes et le beurre et les mit au feu. Le dîner fut bon et le reste de la soirée fut animé. Steve expliqua aux enfants ce qu'il avait prévu pour eux. Rachel commença prudemment « Je connais Steve en tant que tuteur de Miranda. Nous nous sommes rencontrés à l'école. Comment avez-vous rencontré Steve ? Le club d'ornithologie organisait une excursion au département des forêts et j'étais le guide. Steve, comme moi, était récemment divorcé et nous avons commencé à en parler. Nous nous sommes bien entendus et sommes devenus amis. Il m'a fait découvrir l'escalade. Je vous aiderai aussi avec les enfants demain. Est-il doué en escalade ? Absolument. Certains grimpeurs professionnels l'ont même utilisé pour repérer des voies possibles. Il a conquis plusieurs nouvelles voies dans l'Idaho. Il pourrait être un grimpeur professionnel accompli, mais il préfère son travail. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant un bon ami. Rachel insista un peu plus. Je ne le connais que comme tuteur de Miranda, donc je ne le connais pas bien. Quel genre de personne est-il ? Patricia sourit intérieurement et pensa, exactement comme Steve l'avait prédit, elle n'arrive pas à le cerner. Elle rassembla ses pensées, réfléchissant à ce qu'elle devait dire ou non à cette femme. Il est plutôt réservé, attentionné, doux et très intelligent. La plupart des gens le sous-estiment car il garde toujours ses cartes près de sa poitrine. Steve adore Miranda, même si elle n'est pas sa fille biologique. Ce qui est amusant, c'est que les gens confondent sa douceur et sa timidité avec de la faiblesse et pensent qu'il peut être dominé. Ah, et il est en excellente forme physique, très endurant et maître de son corps. Elle gloussa en disant cela. Rachel demanda avec irritation « Que veux-tu dire par la confusion entre douceur et faiblesse ?» Elle ne l'aime pas. C'est certain. Elle a l'habitude de manipuler les gens, et cela ne fonctionne pas avec Steve, pensa Patricia. Elle hésita à répondre. Il est difficile de le contrarier et encore plus difficile de le mettre en colère. Comme il refuse de s'énerver, on peut facilement penser qu'il peut être intimidé. Quelques personnes l'ont appris à leurs dépens. Est-ce la raison pour laquelle son épouse l'a quitté ? Voilà. Tu n'arrives toujours pas à croire que Steve s'occupe de l'enfant d'un autre même s'il a divorcé de Catherine et tu meurs d'envie de savoir pourquoi. Patricia renifla et répondit « Elle n'a pas divorcé de Steve. C'était l'inverse. Mais c'est une toute autre histoire et ce n'est pas à moi de la raconter. » Après une pause, Patricia ajouta « Je vais chercher du bois. Tu veux m'accompagner ? Pas nécessaire. Je suis encore un peu fatiguée de ce matin et je ne suis pas habituée à ce genre de vie. Pourquoi ne suis-je pas surprise ? Pensa Patricia. D'accord. Repose-toi, répondit-elle avec une pointe de venin avant de s'enfoncer dans la forêt. Rachel n'appréciait pas du tout cela. Le petit rire de la femme à la mention de l'endurance et du contrôle la rendait presque certaine qu'ils étaient plus que de simples amis. Elle décida d'être directe et d'arracher les réponses à cette femme impertinente à son retour. Patricia revint les bras chargés de bois, les jeta au sol et repartit. À son second retour, elle traînait un tronc d'arbre. Alors qu'elle se redressait en essuyant la sueur de son front, Rachel attaqua « Tu as dit que vous étiez amis. Avec certains privilèges, je suppose. J'ai remarqué ton air satisfait. Effectivement, Steve est un amant remarquable, répondit Patricia sans hésitation. Quand nous nous retrouvons et que l'envie nous prend, nous allons à l'hôtel assouvir nos désirs. Nous avons chacun des vies et des responsabilités très différentes et nous voulons que cela reste ainsi. Tu veux dire qu'il est doué au lit ?
Sans la moindre hésitation, Patricia confirma. Il excelle dans ce domaine. Il peut tenir très longtemps et cela vous rend folle. Rachel tentait d'assimiler ces informations et voulait en savoir plus, mais elle fut interrompue par Steve qui revenait au camp avec les enfants. Elle ignorait toujours sa profession. Elle réalisa seulement que ce n'était pas lié à des horaires conventionnels et elle développa une légère obsession à découvrir la raison de son divorce et sa relation avec Miranda. Il était évident que cela dépassait la simple tutelle. Rachel ne dormait pas bien. Elle n'était pas habituée à dormir sur le sol avec un mince matelas servant uniquement d'isolation. Cela n'adoucissait en rien la dureté du sol. En maugréant, elle sortit de sa tente pour découvrir que tout le monde était déjà debout et affairé. Patricia était déjà là, triant l'équipement d'escalade nécessaire pour la matinée. Elle sourit à Rachel et demanda « Bonjour, marmotte. Avez-vous bien dormi ?» Rachel, n'étant pas du matin, ne répondit pas. La bonne humeur de Steve n'arrangeait rien non plus jusqu'à ce qu'il demande avec un sourire malicieux « Un café ?» Oh, et Tricky a apporté le petit déjeuner. Croissant, viennoiserie danoise et pain au levain frais. Mieux vaut prendre des forces, vous en aurez besoin ce matin. Arrivé sur le site d'escalade, Steve commença par installer l'une des caméras pour filmer les grimpeurs. Une fois terminé, il se dévêtit, ne gardant qu'un short et ses chaussons d'escalade. Il entama son ascension et Rachel réalisa que Patricia n'avait pas exagéré concernant la condition physique de Steve. Pendant qu'il grimpait jusqu'au sommet, Rachel avait une vue imprenable sur sa silhouette où chaque muscle se dessinait, bien qu'il semblât le faire sans effort. Une fois au sommet, Steve fit descendre la corde pour hisser le trépied servant à la poulie. Steve redescendit et Patricia monta en première, censée aider ceux qui atteindraient le sommet. Une fois tout installé et sécurisé convenablement, les réjouissances commencèrent. Même Rachel y prit plaisir. Tout débuta lorsque Steve vérifia son système de sécurité. Elle sentit enfin ses mains fortes et calleuses ajuster correctement les boucles. Elle se blottit contre lui et respira son odeur. Il sentait divinement bon. Pas de parfum ni d'après-rasage, mais une fragrance d'excitation, de sueur fraîche et d'effort. Une combinaison enivrante pour Rachel, déjà en émoi. Elle grimpa avec difficulté mais poussa des cris de joie en descendant le long de la corde dans la gorge. Steve savourait le calme ce soir-là. Les enfants nageaient dans l'étang. Patricia était partie installer 3 des 5 pièges photographiques, en laissant 2 pour filmer le camp pour un documentaire. Steve était allongé sur le ventre, bronzant et relisant un livre d'un de ses auteurs de science-fiction préférés lorsqu'il sentit une éclaboussure froide sur son dos. Il leva les yeux pour voir Rachel souriant avec une bouteille de crème solaire. « Laissez-moi vous enduire le dos et vous pourrez faire le mien. J'ai déjà donné le biberon aux enfants donc ils peuvent se débrouiller. » Sans demander, elle commença à appliquer la crème sur le dos de Steve. Quand ses mains touchèrent ses épaules, elle sentit un frisson parcourir son échine. Il était fort agréable au toucher. Des muscles fermes et nerveux sous une peau bronzée, mais Steve tourna la tête et dit qu'il n'y en avait pas besoin, qu'il pouvait le faire lui-même. Rachel renifla, « Peut-être, mais je ne peux pas atteindre mon dos et je ne veux pas que les enfants le fassent. J'espérais que tu me rendrais ce service. » « Pas de problème, mais je m'occupe moi-même de mon dos. » 10 minutes plus tard, Rachel était allongée sur une serviette sur son matelas gonflable pendant que Steve lui massait le dos. Elle était plutôt déçue. Depuis le matin, elle avait convoité cet homme et sa tentative de lui masser le dos était sa première approche pour l'attirer dans son lit, et il l'avait repoussée. C'était inhabituel pour elle. Néanmoins, le bon côté était qu'il lui massait le dos et ses mains étaient magnifiques. En fin de journée, ils entendirent tous le tonnerre au loin. Steve commença à donner des instructions sur la façon de préparer les enfants et le camp pour le mauvais temps. Il s'approcha de Rachel et dit « Si tu veux encore déplacer ta tente, c'est le moment. Bientôt il va pleuvoir à verse et je crains que ta prairie ne soit inondée. » Rachel, têtue, refusa. Ils mangèrent rapidement et silencieusement sous l'auvent tandis que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Rapidement et silencieusement, Steve, avec l'aide des enfants, retira tout, installa les pièges restants et quand le vent se renforça et qu'il devint inconfortable d'être dehors, ils allèrent tous dans leur tente. Rachel écoutait la pluie. Ses pensées revenaient à la journée et elle sentait encore les mains de Steve sur son dos. Soudain,
Elle sentit quelque chose de froid s'infiltrer dans son sac de couchage. Elle libéra une main et toucha le sol. Il était mouillé. Rachel s'assit. L'eau fuyait par la fermeture éclair. La literie ressemblait à un matelas d'eau. Mince, mince, mince. Ma tante fuit, pensa-t-elle en sortant de son sac de couchage. Maintenant tout était mouillé. En pestant, elle enfila un pantalon mouillé, un pull, mit ses bottes et ouvrit la fermeture éclair de la tente. Immédiatement l'eau s'engouffra à l'intérieur, la trempant instantanément. Ça suffit, j'en ai assez. Je rentre chez moi dormir dans mon lit après un bain chaud. Elle eut à peine le temps d'attraper son sac contenant ses clés, les clés de voiture et son portefeuille. À l'extérieur de la tente, elle se tenait dans un ruisseau tumultueux de 12 cm qui montait rapidement, referma la fermeture éclair de la tente et se dirigea vers un terrain plus élevé. Ses bottes et son pantalon étaient trempés. Elle se dirigea directement vers sa voiture, garée au bout de la route, y monta et s'en alla. Steve resta éveillé la majeure partie de la nuit, écoutant les hurlements de la tempête et le tambourinage de la pluie sur la tente. Il compta les secondes entre les éclairs et le grondement du tonnerre. À cause du vacarme de l'orage, il ne remarqua nullement le départ de Rachel. Juste avant l'aube, la tempête s'apaisa et Steve recommença à vérifier l'état des autres. Soudain, il prit conscience du bruit d'un ruisseau. Il fut pris de rage. Steve alla rapidement inspecter les tentes lorsqu'il aperçut une pièce de bois qui dévalait dangereusement le courant vers la tente inondée et effondrée de Rachel. En criant, il réveilla les enfants et leur dit de rassembler leurs affaires. Ceci fait, il saisit promptement une corde, l'attacha à un arbre et plongea dans le ruisseau glacé. Elle semblait être encore dans la tente, possiblement inconsciente. Devant 6 enfants, il se fraya un chemin à travers les eaux tumultueuses. Alors qu'il tentait de trouver l'entrée, une épaisse branche le heurta aux côtes, menaçant de l'emporter. Steve hurla de douleur, mais parvint miraculeusement à s'accrocher à la corde et à la tente. La branche dévia légèrement et fut emportée en aval sans le percuter. Il attacha la tente à une corde et trouva l'entrée. Vide, il commença à paniquer légèrement. Il remonta sur la berge et demanda aux enfants d'aider aux recherches. Quelques minutes plus tard, Miranda revint et informa Steve que la voiture de Rachel avait disparu. Steve dut s'asseoir. « Les enfants, prenez vos sacs. Nous rentrons. Je crois que je dois voir un médecin. Alors rassemblez vos affaires et je demanderai à Tricky de nettoyer ce désordre. »« Dépêchez-vous, cria-t-il. Les enfants, ayant également mal dormi, un peu hébétés par la fatigue et la surprise de rentrer si tôt, montèrent dans la voiture. Steve essaya de ne pas chanceler en marchant vers le véhicule. Une fois au volant, il se sentit étourdi. Il se secoua et démarra. 3 heures plus tard, Steve déposa les 4 premiers enfants sans encombre. Leurs parents étaient soulagés de les voir rentrer sains et saufs après le mauvais temps et les nouvelles d'inondations soudaines. L'état de Steve s'aggravait et il décida d'emmener Miranda à l'hôpital après avoir déposé sa dernière charge. Il arriva à l'adresse, se sentant faible. La mère de la fillette s'approcha pour le remercier et l'observa attentivement. Son visage était pâle et il était couvert de sueur. Elle demanda avec inquiétude : « Vous allez bien ? Je suis infirmière et mon mari est médecin. » Steve répondit faiblement : « Je ne crois pas » et s'effondra sur le volant. Miranda cria : « Papa, papa !» Elle se tourna et dit qu'il voulait déjà voir un médecin. « Aidez-le, s'il vous plaît. » Pendant ce temps, la fille appela son père qui accourut. Après un coup d'œil, il composa le 911 et dit au téléphone : « J'ai besoin d'une ambulance et d'une équipe d'urgence. J'ai un homme ici qui risque de tomber en état de choc. » Il donna son nom et son adresse. Steve comprenait à peine ce qui se passait. Il dit à Steve : « Je dois vous allonger au sol sur le dos. Ce ne sera pas agréable. Êtes-vous prêt ?» Ses parents, avec l'aide des filles, l'allongèrent délicatement sur une couverture au sol et surélevèrent ses jambes. Le médecin constata les dégâts causés par l'arbre. Il marmonna : « J'espère que cette fichue ambulance arrivera à temps. » Avec précaution, il commença à palper la blessure et ses alentours. Il sentit les côtes fléchir et leurs extrémités acérées percer la peau. Enfin, il entendit les sirènes de l'ambulance et de l'équipe d'urgence briser le silence matinal. Steve fut délicatement installé sur une civière et mis sous perfusion pour remplacer les fluides perdus.
Miranda monta dans l'ambulance qui partit en trombe vers l'hôpital, sirènes hurlantes et gyrophares allumés. À leur arrivée, Steve fut transporté en salle de réanimation et Miranda fut conduite dans la salle d'attente. Elle tenait le téléphone de Steve. Ne voulant pas rester seule, la seule personne à qui elle pensait était sa mère. Elle essaya de déverrouiller le téléphone et y parvint du premier coup. Sa date d'anniversaire. Elle appuya sur la touche de numérotation rapide et après 1 minute ou 2, elle entendit une voix endormie dire « Steve ?» ?»« Maman » dit-elle d'une voix faible. « Man, Steve a eu un accident et il est à l'hôpital, c'est grave. » Elle se mit à pleurer. « Où es-tu » entendit-elle sa mère demander. « À l'hôpital général. J'arrive dans 45 minutes. » Catherine se tourna vers son amant occasionnel et le réveilla sans ménagement. « Désolé, tu dois partir. Mon ex a besoin d'aide. » L'homme grommela. « Quoi, tu me mets dehors à cause de ton ex ? Sait-on par exemple ? Laisse-le où il est. Sors d'ici. C'est mon ex et je l'aime encore beaucoup. Maintenant, bouge. » 15 minutes plus tard, 2 larges traces noires parallèles ornaient l'allée de Catherine. Une demi-heure plus tard, ayant enfreint presque toutes les lois de la circulation, elle gara sa voiture dans un crissement de pneus et courut à l'intérieur. Essoufflée, elle se précipita vers l'endroit où Miranda attendait. La jeune fille faisait nerveusement les 100 pas. Elle vit sa mère et recommença à pleurer, sanglotant. « Il est en chirurgie et ils ne me disent plus rien. » Le téléphone de Steve vibra et Catherine le regarda en demandant « Tu connais Tricky ?» Miranda acquiesça et prit le téléphone. « Bonjour Patricia, c'est Miranda. Papa n'est pas disponible. » Catherine tressaillit quand Miranda appela Steve « Papa » et les regrets l'envahirent à nouveau. Elle voulait pleurer mais devait rester forte. Elle entendit Miranda expliquer les événements du camp. « Papa nous a réveillés quand le temps s'est dégradé et a cherché Mademoiselle Garland. Sa tante était presque emportée par l'inondation. Quand papa a vérifié, elle n'était plus là. J'ai ensuite découvert que sa voiture avait aussi disparu. Papa a dit qu'on rentrait car il avait besoin d'un médecin. À la dernière adresse, il est tombé si malade qu'ils ont dû appeler une équipe d'urgence. Papa est maintenant en chirurgie aux urgences de l'hôpital général, expliqua Miranda. Patricia expliqua qu'elle voulait récupérer les 2 derniers pièges vidéo et avait découvert le camp vide. Elle appelait pour s'assurer que tout allait bien. Elle promit d'examiner les enregistrements et de les conserver au cas où, et de s'occuper du camp le lendemain. Catherine cherchait son téléphone et se rappela que dans sa précipitation pour aller à l'hôpital, elle l'avait laissé sur sa table de chevet. Elle utilisa le téléphone de Steve pour appeler Noah Dawn. Elle lui raconta ce que Miranda avait dit à l'ami de Steve. Noah lui dit qu'elle ne s'attendrait pas à voir Miranda à l'école tant que Steve serait en danger et qu'elle informerait son père que Catherine n'était pas disponible pour le moment. Elle termina doucement. « Catherine, je sais que tu l'aimes encore, et lui aussi t'aime toujours. C'est ta chance. Agis. » Noah raccrocha, laissant Catherine perplexe. Catherine se sentit soudain troublée. Elle pensa, connaît-elle Robert Dawn Sr. Bon sang, c'est la sœur du plus jeune. Comment n'y ai-je pas pensé avant? C'est pour ça qu'elle en sait tant. Je sais qu'ils s'aiment, mais elle dit que Steve m'aime encore. Elle se ressaisit et se tourna vers Miranda en disant « Il va s'en sortir. Steve est très têtu et cet hôpital a une excellente réputation. » L'attente fut longue, très longue. Périodiquement, quelqu'un venait prendre de leurs nouvelles, mais personne n'apportait de nouvelles, bonnes ou mauvaises. Finalement, en début de soirée, le docteur Bays Samuelson sortit et se présenta. « La situation est sous contrôle. Nous avons finalement trouvé la veine endommagée et découvert également la rupture du diaphragme qui causait le problème. Heureusement, il n'y avait pas d'artère à proximité. Sinon, il serait mort en quelques minutes. Nous devions le réparer et jusqu'à ce que ce soit fait, nous ne voulions pas donner de faux espoirs. Il n'est pas encore hors de danger. Il souffre également de plusieurs autres problèmes, notamment plusieurs côtes cassées et un os pelvien sévèrement contusionné. Je pense qu'il a été momentanément déplacé avant de se remettre en place, mais vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer en toute sécurité. Nous vous appellerons s'il y a du nouveau. Il est actuellement dans un coma artificiel. » Catherine demanda « Pouvons-nous le voir ?» Le docteur Samuelson répondit doucement « Vous le pouvez, mais je ne le recommanderais pas. Ce n'est pas un spectacle très agréable. Ses yeux sont bandés.
Il y a des tubes qui sortent de partout et les bandages ne dissimulent pas grand-chose. Demain sera mieux. D'ici là, nous en saurons plus sur son état. J'ajouterai qu'une personne avec une condition mentale ou physique moindre serait à la morgue maintenant et non dans notre unité de soins intensifs. Patricia nettoyait les restes du campement. Elle téléchargea les images des pièges photographiques et vérifia s'il y avait quelque chose d'intéressant. Elle fut surprise. Steve avait même installé un microphone pour avoir l'image et le son. Pour l'instant, elle décida de les laisser en place. Soudain, elle entendit une voiture approcher. En regardant, elle vit Rachel Garland sortir et se diriger vers le camp. Patricia lui barra le chemin en disant « Vous avez du culot. Comment osez-vous? Pourquoi êtes-vous parti sans prévenir Steve? Où est tout le monde ?» demanda Rachel, déconcertée par la colère dans la voix de Patricia. « Que pensez-vous? Peut-être chez eux. Ah bien, je peux rentrer chez moi. Et Steve est à l'hôpital. C'est de votre faute, espèce d'écervelé. » Rachel rougit. « Ne me parlez pas comme ça. Vous n'en avez pas le droit, dit-elle d'une voix forte. Vous êtes parti sans le prévenir. C'est pour ça que mon ami est à l'hôpital. Cela me donne tous les droits, créature indolente. Je l'avais prévenu. C'est sa propre bêtise, mentit Rachel. C'était sa parole contre celle de Steve. Et lui n'était qu'un col bleu alors qu'elle avait l'argent et l'influence de son père. On verra bien. Maintenant, disparaissez de ma vue avant que je ne vous jette dans l'eau derrière votre tente. » Rachel battit rapidement en retraite vers sa voiture et rentra chez elle, heureuse d'être dispensée du nettoyage du camp et d'avoir du temps libre. Elle conduisit rapidement et rentra chez elle vers 13 heures. J'ai ouvert la porte et vu immédiatement la lumière clignotante sur le répondeur. Elle pensa à voix haute. « Je ne suis pas à la maison, je suis toujours au camp, donc je ne peux pas répondre. » Pendant ce temps, Miranda était à l'hôpital en train de parler avec Noah et le directeur de l'école. Steve était toujours dans le coma, mais hors de danger immédiat. Noah était déjà en colère, mais devint furieux lorsque Patricia arriva et lui raconta ce qui s'était passé ce matin-là. Elle affirma également avoir examiné les enregistrements et être certaine que Mademoiselle Garland s'était dirigée directement vers sa voiture sans s'arrêter. Elle n'avait assurément prévenu personne de son départ cette nuit-là. Le directeur intervint en disant « Noah, vous êtes trop impliqué. C'est devenu personnel pour vous. Je sais que vous et M. Paul Poulsen êtes de bons amis. Je vais m'occuper de cette affaire. Mademoiselle Garland a beaucoup de questions auxquelles répondre. » Il se tourna vers Catherine et Patricia. « Nous avons besoin de quelqu'un pour veiller à ses intérêts maintenant que M. Paul Poulsen ne peut plus le faire lui-même. Puisqu'il était bénévole à l'école au moment de l'incident, nous contacterons notre compagnie d'assurance concernant cette affaire. » Patricia et Catherine échangèrent un regard. Patricia demanda à Miranda si les femmes pouvaient parler en privé. Lorsque la jeune fille fut hors de portée de voix, elle dit à Catherine « Pouvez-vous vous en charger? Il y a 2 raisons pour lesquelles vous devriez le faire. » Catherine regarda l'autre femme d'un air perplexe. « Que voulez-vous dire? Vous êtes sa compagne. »« Non, » répondit Patricia avec insistance. « Je suis une très bonne amie avec qui il partage parfois des moments privilégiés, mais c'est votre fille et sa belle-fille. Ils vous aiment toutes les 2 profondément. C'est une excellente occasion d'établir une bonne relation avec lui, et vous semblez vraiment le désirer. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce si évident? Oui. Maintenant, passez à l'action et dites au directeur que vous gérerez toutes les affaires de Steve. Je vous aiderai si nécessaire. » Catherine regarda le directeur et déclara avec conviction « Je m'occuperai de toutes les affaires de Steve. » Elle sortit une carte de son sac et inscrivit son numéro personnel au verso. Le directeur partit avec Noah et Catherine se mit à la recherche d'une infirmière ou d'un médecin. Lorsqu'elle trouva le docteur Barr Samuelson, il avait de bonnes nouvelles. Steve était hors de danger et avait été transféré des soins intensifs à l'unité de soins intensifs. Il n'avait plus qu'à récupérer et suivre une rééducation. Il leur dit également qu'il pourrait voir Steve, mais que ce ne serait pas encore un spectacle agréable. Catherine, Miranda et Patricia parcoururent le dédale des couloirs de l'hôpital jusqu'à l'unité de soins intensifs où Steve se trouvait désormais. Steve était allongé sur le dos, à moitié couvert d'un drap. Son torse était recouvert de bandages, dont certains laissaient apparaître des tubes. Il respirait lentement, paraissait pâle et très fatigué.
Les trois femmes éclatèrent en sanglots et Patricia dit entre ses dents que cette perfide ne s'en tirerait pas ainsi. Rachel entra dans sa salle de classe. Elle regarda les enfants. Tous arboraient des mines graves, particulièrement ceux qui étaient partis en randonnée. Avant même qu'elle ne puisse poser sa sacoche sur la table, la première question fusa. « Mademoiselle Garland, où étiez-vous dimanche matin? Qu'avez-vous à l'esprit? Pourquoi cette question? J'ai informé M. Carlson que j'avais des affaires urgentes et personnelles à régler et que je serais de retour lundi. Dans ce cas, pouvez-vous expliquer pourquoi M. Ben Appleson a tenté de vous secourir de la tente inondée? » Avant que Rachel ne puisse formuler une réponse acceptable, quelqu'un lança d'une voix forte « Lâche qui craint quelques gouttes d'eau ». Rachel faillit exploser et cria avec colère « Qui a dit cela ?» La moitié des élèves se levèrent, lui rendant son regard furieux. La porte s'ouvrit, Noah entra, observa la scène et prit le contrôle de la situation. « Il semblerait que j'arrive à point nommé. Au fait, mademoiselle Garland, le directeur souhaite s'entretenir avec vous. Je prends votre classe en charge. Pourquoi le directeur veut-il me parler? » Noah répondit avec une hostilité à peine contenue, comme si vous l'ignoriez, mais je suis certain qu'ils vous expliqueront tout. Rachel quitta la salle sans mot dire. Noah regarda les enfants et, une fois le calme revenu, leur annonça que le beau-père de Miranda n'était plus en danger immédiat, mais demeurait gravement souffrant. Un soupir de soulagement parcourut la classe. Tous les enfants connaissaient Steve d'une manière ou d'une autre et l'appréciaient beaucoup. Rachel se dirigea vers le bureau administratif. À son entrée, elle fut accueillie par le directeur, le responsable des ressources humaines et le conseiller juridique de l'école. Le directeur lui désigna un siège et l'invita à s'asseoir. « Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez quitté le camp dimanche et ne vous présentez que maintenant à l'école ?» demanda le responsable RH tandis que Rachel s'asseyait. Rachel se redressa, croisa les jambes et décida de contre-attaquer en répondant « Juste avant mon départ, j'ai informé M. Burge de Poulson que je devais rentrer pour des affaires urgentes et personnelles. Il a acquiescé. Quel est le problème? Peu avant votre départ du camp, vous n'êtes pas allé directement à votre voiture avec vos affaires pour partir, interrogea l'avocat. Non, M. Poulson m'a dit de partir. Le directeur s'éclaircit bruyamment la gorge. Donc quand M. Poulson a tenté de vous secourir de la tente menacée d'être emportée par le torrent, il avait oublié que vous étiez parti. Comme c'est commode. Il laissa l'accusation implicite flotter dans l'air. Un silence mortel s'installa. Le directeur reprit la parole, mais cette fois-ci sa voix était douce. Pourtant, chaque mot fut prononcé avec une précision froide et calculée. « Mademoiselle Garland, vous avez une seule et unique chance de nous dire exactement ce qui s'est passé. Si vous persistez dans vos mensonges, nous vous tiendrons responsable de ce qui est arrivé à M. Burge Poulson et agirons en conséquence. » Rachel répondit avec colère. « Comment? Vous osez me traiter de menteuse? Savez-vous qui est mon père? » L'avocat répliqua froidement. « Peu importe qui est votre père ou ce qu'il représente. Nous vous offrons l'opportunité d'éclaircir votre version de cette affaire préoccupante. Le fait est que vous, en tant que représentante de cette école, avez abandonné les enfants qui vous étaient confiés et, par votre négligence, mis en péril la vie d'un bénévole. » Rachel réalisa enfin que cette conversation ne tournait pas en sa faveur. Elle décida de bluffer. « J'en ai assez. Je vois où mène cette conversation et je ne le tolérerai pas. Je m'en vais. Vous aurez des nouvelles des avocats de mon père. » Alors que Rachel franchissait la porte, le directeur des ressources humaines demanda à l'avocat « Avons-nous oublié de mentionner que son père est déjà au courant de tout et possède un enregistrement de son départ du camp ?» L'avocat sourit simplement et dit « J'avais prévu cette réaction. Son père m'a demandé de prendre soin de sa fille si nous la gardions dans notre personnel. J'ai déjà discuté avec M. Garland. J'ai sa confiance. J'ai donc accepté. » Pendant ce temps, Catherine s'éveilla dans le fauteuil d'hôpital, lentement, douloureusement et désorientée. Son corps était endolori et raide. Elle regarda derrière elle et vit un médecin et une infirmière qui examinaient Steve. « Comment va-t-il » murmura-t-elle. L'infirmière donna un coup de coude au médecin, qui était concentré sur l'examen. Le médecin marmonna. « Je peux vous répondre maintenant, mais si vous patientez encore 10 minutes, je pourrai vous donner des informations plus précises. » Catherine quitta la chambre pour se trouver un café et quelque chose à manger.
À son retour, le médecin rangeait justement son stéthoscope et alla se laver les mains. Il se retourna, regarda son patient et dit « Il est hors de danger ». Notez qu'il n'est pas encore sorti de la phase critique. Il fait face à un long processus de rétablissement et ses opérations, bien que nécessaires, ne lui ont pas non plus apporté de bénéfices particuliers. J'ai ajusté ses médicaments pour qu'il se réveille dans les 2 prochaines heures. Je suppose que vous serez là? Oui, docteur. Vous pouvez compter sur moi. Plus tard dans la matinée, Rachel entra dans le bureau de son père. Robert Garland lui fit signe de s'asseoir sur une chaise, les yeux rivés sur ses écrans d'ordinateur. Quand il eut terminé, il prit le téléphone et dit à la secrétaire « Ne me dérangez pas jusqu'à nouvel ordre ». Il regarda sa fille. « Tu n'es pas venue depuis longtemps, ma fille. On pourrait croire que tu as oublié le vieil homme dans son bureau. »« Papa, ce n'est pas vrai, » dit Rachel d'une voix contrariée. « Te souviens-tu de la dernière fois où tu m'as rendu visite ?»« Papa, j'étais occupée. »« J'ai beaucoup à faire, » s'exclama-t-elle avec irritation. « Surveille ton ton, jeune fille. Je suis toujours ton père. » C'était différent des rares visites de Rachel à son père et elle se retrouva soudain sans voix. « Je ne peux que supposer que tu ne viens me voir que lorsque les ennuis pointent à l'horizon. » Robert leva la main pour arrêter sa tentative de l'interrompre. « Mais ce n'est pas à l'horizon maintenant. Tu es déjà plongé jusqu'au cou dans les problèmes. »« Je ne suis pas dans le pétrin, » Rachel cria presque. « Oh, justement comme dans les problèmes. Et désormais, tu résoudras tes problèmes toute seule. Je suis choqué par ton comportement du week-end dernier. Je n'ai rien fait de mal. Je leur ai dit que je rentrais chez moi. C'est un mensonge flagrant et nous le savons tous les deux. Tu es allé directement à ta voiture et tu es parti. Et alors? C'est ma parole contre celle de cet ouvrier. Qui vont-ils croire? » cria la femme en colère à son père. Rachel fit une pause avant de poursuivre sa tirade et regarda le visage de son père. Elle s'arrêta et réalisa que quelque chose devenait rapidement très problématique pour elle. Pendant plusieurs minutes, hormis le tic-tac de la grande horloge, un silence absolu régnait dans le bureau. « Je vois », murmura presque Robert. « Puis-je te rappeler qu'avant d'avoir la chance de devenir un commerçant prospère, j'étais l'un de ses ouvriers? Un simple mécanicien à tes yeux. Je comprends maintenant que j'ai fait une terrible erreur en laissant ta tante t'élever. Elle t'a mis des idées très fausse dans la tête et t'a envoyé dans les mauvaises écoles. C'est ma faute si je n'ai pas prêté assez d'attention et maintenant je dois en payer le prix. » Rachel redoutait ces paroles. Elle sentait que cela ne présageait rien de bon. Elle n'osait pas interrompre son père. La seule autre fois où elle avait vu cela se produire, c'était lorsque la moitié du village avait perdu son emploi après que la maison d'une famille d'immigrants, qui avait créé une entreprise de construction et surpassé les concurrents locaux, avait été incendiée. Robert Garland avait appris ce qui s'était passé. Il avait fermé son usine, déclarant qu'il ne voulait pas employer des racistes, et maintenant sa colère était dirigée contre elle. « Il est temps que tu assumes la responsabilité de tes actes ou de ton inaction. J'ai parlé avec un directeur d'école et maintenant il accepte de te garder comme enseignante. En période probatoire, notez-le bien, il vous donnera tous les détails. Pour ma part, je dirigerai vos fonds vers la caisse scolaire pour soutenir les parents qui ne peuvent assumer tous les frais de scolarité. Cela signifie que désormais vous ne disposerez que de votre salaire. Je rembourserai également l'école et M. Pamela Paulson pour toutes les dépenses liées à votre absence le week-end dernier. La dernière chose que je ferai sera de renvoyer votre tante en Europe avec une modeste allocation afin qu'elle ne puisse plus exercer une influence néfaste sur vous. Elle a abusé de ma confiance et est restée ici trop longtemps, et vous, ma chère, ferez face à une vie bien plus austère. La vie de ces personnes que vous regardez avec tant de dédain, je vous souhaite sagesse et force. Maintenant, disparaissez de ma vue. » Quelques jours plus tard, Steve reprit lentement conscience. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut une migraine lancinante, suivie d'une douleur sourde à la poitrine et une sensation d'être entravé. Avec difficulté, il ouvrit les yeux. Ses paupières semblaient collées. Lorsqu'il parvint enfin à les ouvrir et à se concentrer, il observa simplement les alentours. « Je suis à l'hôpital. Comment suis-je arrivé ici ?» Il remarqua alors Catherine assoupie sur une chaise. Il essaya de prononcer son nom, mais sa bouche était desséchée. Cela ressemblait au coassement d'une grenouille enrouée. Catherine bondit de sa chaise. « Steve,
Vous êtes réveillé, s'écria-t-elle. Attendez, je vais appeler l'infirmière, et elle pressa le bouton. L'infirmière entra, dit « 1 minute, s'il vous plaît » et ressortit. 1 minute ou 2 plus tard, elle revint avec un verre d'eau, suivi du docteur Samuelson. Il regarda Steve et dit « Je ne vais pas vous demander comment vous vous sentez. Je peux le deviner. Maintenant que vous êtes réveillé, je vais desserrer les sangles. Elles étaient nécessaires pour éviter que vous n'endommagiez notre travail. Ensuite, l'infirmière humidifiera votre gorge sèche pour que vous puissiez parler un peu mieux. » 10 minutes plus tard, Steve put articuler péniblement. Que s'est-il passé? Pourquoi Catherine est-elle ici? Y a-t-il aussi quelque chose qui ne va pas avec Miranda? Le docteur Samuelson l'interrompit. La dernière chose qu'il souhaitait était que son patient s'inquiète plus qu'il ne l'était déjà. Vous êtes arrivé ici au bord du choc. Vous avez beaucoup d'ecchymoses et 2 côtes cassées. Heureusement, elles n'ont pas endommagé le poumon. Après cela, nous vous avons maintenu dans un coma pendant plusieurs jours pour que vous repreniez vos esprits. Ce qui s'est passé? Je pense que ces dames vous le raconteront mieux que moi. Tout est clair. Steve acquiesça. Entre-temps, Catherine appela sa fille et Patricia. Après le départ du docteur Samuelson, Steve demanda « Catherine, pourquoi êtes-vous ici? Vous n'avez pas de travail ?» Catherine répondit avec aisance, mais la voix tremblante car elle craignait que Steve refuse peut-être qu'elle s'occupe de lui. « Noah, par l'intermédiaire de M. Donat, m'a confié une tâche plus importante que de compter des chiffres, à savoir prendre soin de vous. C'est pourquoi je suis ici pour veiller sur vous. » Steve marmonna et pensa « Pourquoi ai-je l'impression qu'on me tend un piège? En même temps, ce n'est pas si mal. Mieux vaut mon ex-femme qu'une infirmière corpulente essayant de me dominer. » Ne voulant pas montrer sa joie, il demanda « Nous sommes divorcés. Tu as trouvé un autre homme. Pourquoi diable voudrais-tu prendre soin de moi? » Écha d'Arena, j'attendais cette question. 7 ans de mariage lui avaient appris sa façon de penser, et elle avait une réponse toute prête. Elle décida que l'honnêteté totale était la seule façon d'aborder cette situation. Steve pouvait repérer n'importe quelle ruse à des kilomètres. Elle répondit « Il y a 2 raisons d'égale importance. J'ai entendu Miranda t'appeler papa au téléphone avec Patricia, et Miranda a vraiment besoin d'un père. J'ai vu de près ce qui arrive quand tu n'es pas dans sa vie. » Elle prit une profonde inspiration, baissa les yeux, et murmura presque « Tu t'es soucié de Miranda même après que le juge t'a écarté de sa vie. Ce n'était pas ma volonté. Je n'ai jamais demandé cela. Stupide juge. » Catherine fit une pause pour rassembler son courage et dit encore plus doucement « J'ai été la plus grande idiote de cette planète de te traiter comme je l'ai fait, et je le regrette chaque jour. Je ne suis plus entière et ne l'ai jamais été depuis notre divorce. Je t'aime toujours de tout mon cœur et je saisirai n'importe quelle chance de recommencer. Je ne m'imposerai pas, mais je ferai de mon mieux. » Steve fut stupéfait par la confession de Catherine. Il pensait qu'elle avait continué sa vie et le tolérait à cause de son influence positive sur Miranda. Mais elle n'avait pas poursuivi sa vie et ne faisait pas que le tolérer. Et maintenant? Dois-je la laisser entrer dans ma vie? Même si ce n'est que pour un court moment, ai-je besoin de soins? Puis-je lui faire confiance? Si d'une manière ou d'une autre ça ne marche pas et que nous finissons par nous détester, qu'arrivera-t-il à Miranda? Il répondit prudemment, « Ne sois pas déçu si je ne saute pas de joie hors du lit. Je viens de me réveiller et je vois déjà de sérieux problèmes en perspective. » Catherine soupira intérieurement de soulagement. Steve n'avait pas rejeté l'idée d'emblée. Elle le regarda dans les yeux. « Laisse-moi prendre soin de toi. C'est le moins que je puisse faire. Tu as déjà tant fait pour moi. » Steve leva un sourcil. Elle poursuivit rapidement, s'occuper de Miranda, la sauver de ce proxénète et la remettre sur le droit chemin. Je me blâme encore une fois d'avoir été assez stupide pour briser nos vœux de mariage. Je suis tellement désolé pour la douleur que je t'ai causée, et pourquoi? Par simple caprice. Ce n'était guère plaisant et cela n'en valait pas du tout la peine. Laisse-moi prendre soin de toi pendant cette période. Steve s'adoucit. Catherine était sincère. Il en était certain. D'accord, murmura-t-il, juste cette fois. Surprise que Steve cède si rapidement, elle demanda « Je pense que quand tu sortiras de l'hôpital, tu voudras rester chez toi. As-tu une place où je pourrais séjourner pendant ce temps ?» Steve réfléchit un moment et dit « Bien sûr, c'est peut-être préférable. Miranda pourrait aussi être impliquée. »
Je pense qu'elle en a besoin. Demande à Miranda de tout te montrer. Catherine regarda sa montre et dit à Steve, « D'accord, Miranda sera bientôt là avec Patricia. Je vais rentrer, me rafraîchir et faire mes bagages. Je reviendrai bientôt et j'emmènerai Miranda chez toi, si tu es d'accord. Où dort-elle, si je peux me permettre? Dans l'atelier, il y a un petit espace de vie qu'elle s'est approprié. Elle y est très heureuse. Je dors au 2e étage dans une chambre avec balcon. Miranda te montrera tout. » Catherine se dirigea vers la porte. Soudain, elle revint, s'approcha du lit et embrassa tendrement Steve sur les lèvres en disant « Je t'aime, vraiment », et c'était un merci pour avoir pris soin de Miranda, notre fille, comme elle le voit. Elle quitta rapidement la chambre, laissant Steve perplexe. Il n'eut pas beaucoup de temps pour y réfléchir car Miranda bondit presque sur son lit avant que Patricia n'entre, disant rapidement « Attention, ma fille, Steve est réveillé, mais il est très fragile. Sois prudente. » La convalescence fut un processus lent. Après 20 jours à l'hôpital, il fut enfin libéré et renvoyé chez lui avec un livre rempli de conseils et d'instructions. L'infirmière devait venir une fois par jour pour vérifier ses plaies et le kinésithérapeute devait venir après-demain. Un visiteur inattendu vint le voir à l'hôpital. Un homme âgé entra dans sa chambre en s'appuyant sur une canne en malacca magnifiquement ouvragée. Il prit la main de Steve et dit « Permettez-moi de me présenter. Je suis Robert Garland, le père indigne du mentor de votre belle-fille. » Steve devint immédiatement méfiant. Cela fut remarqué par R. Garland. Il n'aurait pas pu créer une société de négoce diversifiée sans être un très bon observateur du langage corporel. Il dit rapidement « Je suis venu m'excuser et voir comment je peux aider. Mais avant tout, veuillez accepter mes excuses pour le comportement de ma fille. J'ai fait une grande erreur en demandant à ma belle-fille de s'occuper de mes enfants après le décès de leur mère. Maintenant, je dois me corriger et faire des ajustements difficiles afin de les élever pour qu'ils deviennent des personnes responsables et sociables. Cela ne vous aidera pas, je le sais, mais je paierai pour tout dommage que vous subissez pendant votre convalescence. Que faites-vous ? » Steve remarqua que l'homme faisait preuve d'une honnêteté brutale envers lui-même et commença à le respecter. « Monsieur Garland. »« Robert, je vous en prie. »« Robert, tout d'abord, merci de votre sollicitude et je ne sais pas si j'ai perdu quoi que ce soit. » Steve expliqua ce qu'il faisait et vit les yeux de Robert s'illuminer. Il demanda « Avez-vous des recommandations ? Peut-être pourrons-nous convenir d'une collaboration mutuellement bénéfique. » Steve mentionna 4 entreprises avec lesquelles il avait travaillé. Ils discutèrent un moment et le père de Rachel quitta Steve sur une note positive. Steve est chez lui, pensa-t-il enfin. Non qu'il puisse faire grand-chose. Il était faible comme un chaton. Il avait perdu beaucoup de sang, les contusions sur ses côtes étaient très douloureuses et il pouvait à peine bouger à l'hôpital. Catherine l'installa dans la chambre. Elle avait mis un tabouret dans la salle de bain, mais maintenant l'infirmière, une véritable forteresse, le lavait au lit car elle ne pensait pas que Steve était en état de se doucher. Heureusement, ce n'était que pour les premiers jours. Catherine s'installa dans la chambre en face de celle de Steve pour voir s'il appellerait. La journée avait été longue et bien que Steve ait fait une sieste, à 21h, il était épuisé. Miranda le mit au lit. « Bonne nuit, papa. »« Dors bien » dit-elle en l'étreignant tendrement. Alors que Miranda partait, Catherine entra. Elle insista à nouveau. « Steve, je suis là pour prendre soin de toi. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, absolument tout. Appelle-moi. »« D'accord. »« Promis, » dit Steve. De toute façon, il ne pensait pas devoir tenir cette promesse. Catherine l'embrassa tendrement sur les lèvres. Comme elle se penchait, Steve ne put s'empêcher de remarquer que son chemisier était déboutonné, dévoilant sa poitrine délicate, libre de toute entrave. Il sourit intérieurement. Elle promit et partit. Elle sait que j'aime la regarder ainsi, et c'est toujours un spectacle enchanteur. Puis je me suis souvenu de mon dilemme. Il pensa à ses baisers sur ses lèvres jusqu'à ce qu'il s'endorme. Les analgésiques l'aidèrent à bien dormir, et il se réveilla quand Catherine le réveilla à 10h en disant « Bonjour, marmotte. Comment te sens-tu ? » « Reposé, » dit Steve, et souffrant. « Je pense que les analgésiques ont cessé d'agir. Je t'en donnerai après le petit déjeuner. Tu dois manger quelque chose avant de les prendre. Que voudrais-tu ? » Steve sourit. « Tu cuisines ?
demanda-t-il d'un air incrédule. Il savait par expérience que Catherine était peu douée en cuisine. Elle était une terrible cuisinière, et malgré tous ses efforts pour s'améliorer, le résultat était le plus souvent immangeable. Catherine sourit à cette taquinerie affectueuse. En fait, elle l'appréciait beaucoup. Depuis qu'elle lui avait demandé de l'aide avec Miranda, il avait gardé ses distances, tout en restant amical et communicatif. Miranda nécessitait beaucoup de discussions. Elle réalisa soudain que pendant tout ce temps, il s'était toujours montré poli et bienveillant. Il ne lui avait jamais rappelé ses erreurs, ni utilisé de termes désobligeants. Certes, il se montrait parfois distant lorsque quelque chose lui rappelait leur divorce, mais jamais il n'avait été méprisant. Catherine détourna le regard un instant, sentant les larmes monter. Ce geste n'échappa pas à Steve. Il demanda avec inquiétude : « Catherine, ai-je dit quelque chose de mal ?»« Non, » murmura Catherine, « c'est justement ça. Depuis que Miranda nous a fait renouer le dialogue, tu n'as jamais médit de moi. J'ai tellement honte de ce que je t'ai fait. Cathy, arrête de te tourmenter. On ne peut pas revenir en arrière. Je ne suis plus en colère. Nous nous entendons bien et je sais que tu m'aimes, mais maintenant j'ai des blessures et des problèmes de confiance, et non, ce n'est pas uniquement de ta faute. » Catherine sentit une vague de chaleur parcourir son corps. « Il m'a appelé Cathy », pensa-t-elle avec joie avant d'aller préparer le petit déjeuner. 2 semaines s'écoulèrent. Steve se rétablissait sérieusement. Il pouvait descendre les escaliers et utiliser sa petite salle de sport sous la supervision d'un kinésithérapeute. Après consultation avec le docteur Tessera Samuelson, Steve décida de réduire progressivement sa prise dentalgique. Catherine décida qu'elle pourrait aussi faire de l'exercice. Elle rejoignit donc Steve dans la salle de sport lorsque le kinésithérapeute n'était pas présent. Elle appréciait également de pouvoir mettre en valeur sa silhouette subtilement. Elle commença par des survêtements amples et des t-shirts, puis passa progressivement aux leggings et aux tenues de yoga avec des hauts de sport qui dévoilaient plus ou moins son décolleté. Lorsque Robert Garland apprit les progrès de Steve, il lui rendit à nouveau visite, cette fois pour des questions professionnelles. Il proposa à Steve de devenir son consultant technique, lui offrant un salaire plus que convenable avec de nombreux avantages. C'était un emploi à temps partiel qui laisserait à Steve suffisamment de temps pour ses autres engagements. Steve n'a pas mis longtemps à accepter. À l'hôpital et au cours des semaines suivantes, Steve recevait des analgésiques puissants. Il s'est avéré que ces médicaments étaient également très addictifs et dès que Steve est passé à d'autres analgésiques plus légers, il a commencé à avoir de sérieuses difficultés. Il transpirait et éternuait. Parfois, il avait de la fièvre et des troubles du sommeil. Il était tourmenté par des cauchemars. Très souvent, parfois plusieurs fois par nuit, Catherine devait le tenir après un cauchemar pour l'apaiser et l'aider à se rendormir. Cela l'affectait aussi. Elle devenait fatiguée et avait du mal à se concentrer. Cependant, elle remarqua que dès qu'elle le touchait, il se calmait rapidement. Après une semaine, Steve avait traversé la phase de sevrage et était clean, mais les cauchemars persistaient. Une nuit, une semaine plus tard, après 2 cauchemars consécutifs, par pur désespoir, elle se glissa dans le lit de Steve, tout habillée. Ils dormirent. Étonnamment, tous deux tombèrent dans un profond sommeil. Steve se réveilla, se sentant enfin un peu plus reposé. Il resta immobile, savourant l'instant, quand il prit soudain conscience d'une présence chaude et lourde contre son dos. Prudemment, il essaya de se retourner lorsqu'il entendit Catherine murmurer doucement dans son sommeil. Il décida d'être patient et d'attendre qu'elle se réveille aussi. Il réalisa que c'était difficile pour elle aussi, qu'elle ne se plaignait jamais et était là chaque fois qu'il avait besoin d'elle. Cette prise de conscience toucha une corde sensible dans son esprit. Après une demi-heure, Steve dut céder à l'appel de la nature. Il se retourna, embrassa doucement Catherine sur la tête, sortit du lit et alla à la salle de bain. À son retour, Catherine était déjà debout, assise droite et le regardant avec inquiétude. Elle n'avait pas remarqué le baiser et s'était réveillée uniquement quand Steve était sorti du lit. Steve le remarqua et s'approcha. Il s'assit à côté d'elle et dit « Merci d'être là et merci de ton attention. Je ne peux vraiment pas exprimer à quel point cela compte pour moi. » Il embrassa doucement son front et continua. « Maintenant, c'est à mon tour de préparer le petit déjeuner, ou plutôt le déjeuner. » Pour Catherine, c'était comme si un énorme poids avait été retiré de son esprit.
La sensation était si forte qu'elle semblait flotter jusqu'à la cuisine. Elle eut une révélation et décida de prendre le risque dès qu'ils seraient assis ensemble à table. « Steve, pouvons-nous parler de tes cauchemars ?» Steve leva les yeux avec une expression interrogative et dit « Oui, quoi exactement ? J'ai remarqué que tu fais des cauchemars et chaque fois que je suis dans la pièce, ils disparaissent, au moins pour un moment. » Steve hocha la tête et fit signe à Catherine de continuer. Catherine rassembla son courage. « La nuit dernière, dans un moment de désespoir, je me suis glissé dans ton lit et tu t'es immédiatement apaisé, nous permettant tous deux de passer une nuit normale. » Steve acquiesça et dit « Et maintenant tu souhaites partager mon lit ?» Catherine baissa les yeux vers son assiette, incapable de prononcer un mot. Alors, Steve poursuivit « Je pense que ça vaut la peine d'essayer. » Catherine leva les yeux et Steve crut voir son regard s'illuminer soudainement. « Vraiment ? Oui, c'est vrai. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. À mon avis, ce n'est pas pour 2 nuits, alors prends tes affaires et installe-toi. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, » répondit Steve doucement. Le cœur de Catherine débordait de joie et après un merveilleux petit déjeuner, elle alla dans sa chambre rassembler ses affaires pour les déplacer de l'autre côté du couloir. Les nuits suivantes, Steve eut des cauchemars naissants, mais dès qu'il sentait Catherine pressée contre son dos, le rêve se dissipait ou se transformait en quelque chose de moins terrible. Les premières nuits, Catherine portait une tenue de nuit épaisse et une brassière de sport, mais il faisait trop chaud, alors elle commença à délaisser sa chemise de nuit pour dormir en leggings et brassière. Steve portait un t-shirt et un caleçon. Catherine appréciait la sensation de leur peau l'une contre l'autre. Un matin, Steve se réveilla en sentant la main de Catherine sur sa poitrine nue sous son t-shirt et la douceur de sa silhouette contre son dos. Une sensation familière s'éveilla dans son corps. Embarrassé, il se leva doucement et alla dans la salle de bain puis à la cuisine. Il faisait chaud, très chaud. La maison était comme un four malgré la climatisation. Steve faisait toujours des cauchemars et Catherine et lui dormaient toujours ensemble. Ce soir-là, Catherine décida de ne porter qu'une fine chemise de nuit. Ils s'endormirent mais leur sommeil était agité à cause de la chaleur. Steve se leva et éteignit la climatisation. Il ferma les moustiquaires dans toutes les pièces et ouvrit les fenêtres. La douce brise nocturne était agréable et il retourna au lit, se blottit contre Catherine et s'endormit paisiblement. Catherine s'éveilla lentement. Quelque chose était différent. Leur position habituelle, où elle se pressait contre le dos de Steve, était inversée. Steve la tenait contre lui comme autrefois, lorsqu'il était heureux en mariage. Puis ils s'unirent dans un moment d'intimité. Après un long moment de tendresse partagée, ils restèrent allongés l'un près de l'autre, savourant le silence et leur proximité. « Je t'aime tellement », murmura Catherine en le regardant dans les yeux. Steve sourit et répondit « Je t'aime aussi. Je suis heureux que nous soyons à nouveau ensemble. » Ils s'endormirent enlacés et le lendemain, un nouveau chapitre de leur vie commença, rempli d'espoir et de promesses pour l'avenir. 8 mois plus tard, 4 femmes, un homme et un bébé étaient assis dans le salon. L'une des femmes tendit le bébé à sa grande sœur pour qu'elle puisse l'aider à faire son rot après le repas. Miranda dit tendrement « Anthony, petit frère, montre-leur comme tu fais bien ton rot. » Quand Anthony eut démontré ses talents, elle l'emmena à l'étage pour le baigner et le mettre au lit. Catherine regarda les 2 femmes enceintes. Noah, déjà bien avancé dans sa grossesse, et Patricia, qui en était à son 4e mois. En permettant à Miranda d'assister à la naissance d'Anthony, nous avions pris la meilleure décision après celle de nous remarier. Elle fut tellement impressionnée par l'avènement d'une nouvelle vie qu'elle décida de devenir sage-femme. Elle avait enfin trouvé sa vocation. Pour moi, la vie ne pourrait être plus belle. J'ai retrouvé mon homme et je suis éperdument amoureuse de lui. Steve ajouta, « Je suis entièrement d'accord. Je suis exactement là où je veux être. Ici, avec mon épouse, mes enfants, et la meilleure compagnie que je puisse imaginer. » Fin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos impressions sur l'histoire dans les commentaires.